Bonsoir, face à l'actu de ce soir, dimanche, nous sommes bien le 10 septembre 2023. Évidemment, nous allons longuement revenir sur quelques faits de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV tout au long de la semaine. Mais davantage, nous parlerons de Sa Majesté Esake Kola Esaka. Vous le savez, le chef supérieur d'Edo est en voyage. Il a pris son départ il y a 10 ans déjà. Nous étions en septembre 2013. Ce soir, ou tout au long de cette période, il y a un ensemble d'activités commémoratives. Nous avons choisi d'inviter sur le plateau de Face à l'actu le professeur Nicole Claire Ndoko, qui est évidemment ancienne vice-recteur de l'université de Douala. Elle a longtemps occupé cette fonction-là jusqu'à sa retraite en 2014. Oui, je crois. Voilà, 2014. Il faut par ailleurs dire qu'elle est le professeur commandeur de l'Ordre national de la valeur, mais elle a été la première femme diplômée en droit, première femme docteur, il faut être précis, en droit, enseignante à la faculté de droit ici à l'université de Douala et dans les universités camerounaises. Pendant longtemps, on sait qu'elle a lutté pour les droits de la femme, une probité intellectuelle lui est également reconnue, grande honnêteté. Elle était membre de l'Observatoire national des élections et qui sait peut-être, vous le saurez également, elle a été enseignante de Joseph Diongouté, le premier ministre chef du gouvernement, je l'ai dit comme ça. C'est pas une adresse, oui, c'est vrai. Voilà, bonsoir prof. Je voulais... Vous vouliez pas que je le dise? Non, mais pourquoi? Bon, voilà. Monsieur Tongo, vous n'êtes pas obligé de me taquiner. Non, du tout. Mais bon, c'est un passé que je ne peux pas renier. D'accord. Je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes. J'étais très jeune et j'ai eu à partir avec les étudiants. J'imagine. Parce que ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Alors, vous avez également été première femme secrétaire générale d'université. Vous avez été l'une des premières femmes, l'une des deux, pour être plus précis, première femme vice-recteur. Je veux dire, dans ce cheminement-là, comment on fait pour intégrer tout ce milieu à ce niveau? Je ne vois pas où est le problème. Je suis rentré de Toulouse, où j'avais déjà commencé à faire des travaux dirigés à la fac. D'accord. En même temps que j'avais prêté serment au barreau en 71, je crois. Donc je suis arrivé, le choc était frontal parce que un certain nombre de mes étudiants avaient mon âge, étaient plus âgés que moi et tout ça. Donc j'ai eu quelques difficultés. Heureusement que j'avais comme doyen un grand monsieur, le doyen Gango, qui m'appelait dans son bureau, il me disait, mais Nico, tu vas fuir, tu ne vas pas fuir. Professeur Georges Ngango, pour être précis. Oui, oui. C'était le premier doyen camerounais. D'accord. De la faculté de droit et des sciences économiques, Angoa Ekele. Donc il m'a tellement materné ou paterné, je ne sais pas comment on dit, que je n'ai pas senti, mais il m'appelait, me donnait des conseils, il dit, ah, maman, les enfants disent que tu ne portes plus les pantalons. Parce que quand tu portes le pantalon, ils ne suivent pas ce que tu dis. Ils te regardent. Donc, les étudiants taquins à l'époque. Oh là là, il y en a quelques-uns que je continue de rencontrer parfois dans nos histoires de l'église et tout ça, qui me rappellent comment ils étaient contents de me faire souffrir. Donc, non, mais je n'ai jamais eu de problème avec les étudiants. Okay. Même très jeune, je crois que j'ai essayé de savoir les tenir. D'accord. Donc, ils ne m'ont jamais vraiment dérangé. Avant de rentrer dans le sujet qui nous concerne, je vais encore vous titiller sur deux, trois. Alors, l'étudiant John Gouté, lui, c'était quel type d'étudiant? C'était... Oh, vous savez, le bilinguisme, à l'époque, c'était quand même une réalité. On aimait dire que le cours se fait dans la langue
de l'enseignant et l'examen se fait dans la langue de l'étudiant. D'accord. Donc, même quelqu'un qui n'était pas très bilingue comme moi, je faisais cours en français à tout le monde. Il y avait des groupes de TD d'anglophones qui suivaient les TD en français. Et à l'examen, je les interrogeais en français, mais chacun répondait dans sa langue. Donc les francophones répondaient en français. Et c'est pour ça qu'il y a une génération qui est vraiment très bilingue, qui s'exprime parfaitement dans les deux langues. Bon, moi, il me chahutait parce que comme j'avais fait toutes mes études dans le système français, mon bilinguisme était quand même à questionner. Mais bon, j'étais avec les Guafor, non, c'était des gens sérieux, des gens qui voulaient faire quelque chose dans la vie. Et je crois que la plupart de ces gens-là, de ces premiers étudiants, ils ont fait des bonnes classes et ils ont occupé des bons postes au Cameroun. Des hautes fonctions, comme d'ailleurs le Premier ministre actuel. Alors, vous arrivez, comme je veux dire, vous êtes arrivé à l'université de Douala, mais vous intégrez le poste de secrétaire général. Vous aviez des appréhensions. Vous l'acceptez avec, je veux dire, hésitation, des appréhensions, comment est-ce que vous le ressentez, comment est-ce que vous le vivez. L'université de Douala, il faut le dire, a été à l'époque quand même l'une des universités qui était très sollicitée, pas forcément. Il y a eu des étudiants qui sont partis de d'autres villes, Bouéa, parce que l'université de Douala n'était pas encore là, d'autres villes proches, pour accéder à l'université de Douala. Vous arrivez, c'est dans quelle ambiance, dans quel environnement que vous retrouvez ces étudiants? J'arrive dans l'environnement de la réforme. D'accord. La réforme date de 93. Okay. Et donc on a créé 6 universités. C'est-à-dire l'université de Yaoundé est devenue 6 universités, avec tous les problèmes que cela pouvait poser, parce que il n'y avait pas d'infrastructure à mesure d'accueillir une vraie université. Mais je n'ai pas commencé ma vie à l'université de Douala. J'ai enseigné 25 ans à l'université de Yaoundé avant d'être affecté à Douala en 1998, laquelle affectation, je dois dire, je l'ai mal digérée. Parce que j'ai pensé que c'était une affectation disciplinaire alors que je n'ai jamais eu de sanction pendant mes 50 ans de carrière. Mais je me demandais, mais je vais faire quoi là-bas? Donc je l'ai mal vécu. Quand vous montiez secrétaire général? Non, j'étais secrétaire général à Yaoundé. Ah d'accord. On m'a nommé à Douala 25 ans après le début de ma carrière à Douala comme vice-recteur. Et je suis resté vice-recteur pendant 18 ans. Mais pourquoi vous le preniez autant vous reveniez proche du Vouri, proche des eaux? Ben, peut-être que je suis d'une génération où les gens s'installent bien là où ils sont. C'est-à-dire quand on m'affectait à Douala, j'étais en train de m'établir à Yaoundé, de faire ma petite case et tout ça. Je l'ai très mal vécu parce que construire une maison quand on est à côté et construire une maison quand on est loin, ce n'est pas facile. Absolument. Donc je l'ai très mal vécu. Mais bon. Vous avez pleinement assumé vos fonctions. Bon, pourquoi je dois très mal le vivre puisque mes parents étaient là. Absolument. Mon père, ma mère, ils étaient tous à Douala. Donc finalement, j'ai fait mauvaise fortune, bon cœur. Je l'ai bien vécu. Surtout que dans ces choses-là, vous avez des gens qui vous disent « Ah, c'est parce que... » Ils trouvent des raisons à votre affectation, que oui, et ça c'est
un thème que je n'aime pas, on t'a envoyé chez toi. Le chez moi, c'est où? C'est au Cameroun. Hein? On t'a envoyé chez toi, pourquoi tu te plains? Donc, bon, je pense que... Pour la suite, ça s'est bien passé. Oui, j'ai passé 18 ans avec un bonheur inégal, parce que dans ces postes-là, que ce soit secrétaire général, que ce soit vice-recteur, tu es ce que te laisse être le recteur. C'est-à-dire, si le recteur te donne une latitude, tu peux bien travailler avec les coups de flash et tout. Sinon, bon, ben, il fait tout. Et toi, tu regardes. Mais vous n'avez pas eu de difficulté avec vos recteurs? Ça n'a pas toujours été évident. Non. Alors, depuis que vous êtes donc à la retraite, que devient le professeur? Vous avez gardé la main? Vous êtes dans les soutenances? Comment vous occupez votre savoir? Est-ce que j'ai même encore le savoir? Non, ça... Non, c'est-à-dire, je m'occupe. Le savoir, bon, les soutenances, les cours. Okay. Je suis en contrat à l'université de Yaoundé. C'est pour te dire que je suis retourné chez moi. Parce que j'aurais pu garder des contacts à Douala, mais bon, ça ne me dit pas. D'accord. Cela dit, on va donc prendre le premier reportage de la semaine et revenir pour parler de Sa Majesté Sake Kola Sakela, qui, comme vous le savez, est parti il y a 10 ans déjà. On va peut-être rentrer en attendant avoir ce reportage. Alors, professeur, vous avez grandi à Daido. J'ai envie de vous demander, quelles sont vos relations avec Daido, d'abord pour commencer? C'est le feu chef, enfin le chef Isaki Kwala. Un jour, on était au cimetière à un enterrement. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et quelqu'un a dit que je ne suis qu'une moulalo. Et De Gaulle, enfin, le chef supérieur a entendu, ça ne lui a pas plu. Et il a repris la personne, il a dit que, mais qui est plus Daido que Nicole ici? Ma mère est Daido. Je suis né à Daido. J'ai grandi à Daido parce que quand ma mère m'a eu, elle était en poste à Bafia. Et à l'époque, c'était le bac et tout ça. Bon, elle a serré les dents, elle est venue accoucher à Douala. Mais au moment de repartir, ma grand-mère lui a dit, tu laisses l'enfant là ici, tu rentres seul. Donc, depuis l'âge de 3 mois, je suis à Daido. Donc, c'est ma mère qui est Daido. Et ces histoires de quel rapport, quand vous avez... On est quand même de 2 parents. Le père et la mère. Au nom de quoi les enfants du garçon ont tous les droits dans cette famille et les enfants de la fille sont considérés comme des étrangers. Et là, je retrouve le défenseur des droits de femmes. Si vous voulez, mais ce que je dis, c'est qu'il faut que les choses évoluent. Il faut que les choses évoluent parce que les enfants, c'est même anticonstitutionnel de faire la discrimination de genrer les droits en fonction de qui est originaire de où. Donc, moi, il me semble que bon, le chef supérieur lui est arrivé d'entendre qu'un recteur me maltraite. Il est venu un jour avec toute une suite à soi
il n'a pas vu le recteur. Il m'a dit, je ne le vois pas. Mais il faut que lui me voie. Parce que comme nos bureaux étaient face à face, il faut que lui, il me voie et qu'il sache que tu n'es pas n'importe qui. Donc, à ce niveau, je n'ai pas de problème. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des Daïdo qui vont dire que, mais pourquoi elle? Elle aime Lalo et tout ça. Et ça me permet de rappeler que, en fait, le sort de la fille, j'ai une collègue qui avait fait un article ou une thèse. Il me montrait que, finalement, la fille est apatride. Elle n'a pas de patrie. Parce que quand elle naît chez ses parents, elle est de passage. On attend qu'on vienne se débarrasser. Un mariage. Oui, que le mariage vienne les débarrasser. Et quand elle arrive à mariage, elle n'est jamais intégrée tout à fait. Hein? On n'arrête pas. Elle est en mariage. Oui, elle est en mariage, mais c'est une étrangère. On l'assimile jamais à ses enfants, oui, mais pas elle. Donc elle est toujours apatride. Elle n'a pas de patrie fixe. On attend toujours qu'elle se marie. Quand elle est mariée, c'est l'étrangère. Donc c'est un problème. C'est un problème. Je vois que vous l'avez vécu assez durement aussi. Hein? Non. Moi, depuis le lycée, mes professeurs connaissaient mes points de vue sur un certain nombre de choses. Je n'oserais pas vous dire ce que j'ai répondu un jour à mon prof de philo. Mais j'entends bien. Jusqu'à sa mort, il me le rappelait. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait, Doko, tu es marié? Je dis non. Ah, mais tu l'avais dit, hein, quand on était en classe. Qu'une femme ne dit jamais oui. Et oui. Donc, non, il n'y a pas de souci. J'ai toujours réussi à rester moi-même. Et à ne pas me laisser influencer par la société. Je dis toujours que c'est moi-même qui détermine mes critères de bonheur. On ne va pas m'aider à définir ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. D'accord. Alors pour vous, Sa Majesté Sake Kwale Saka, quel type de chef était-il? D'abord, comment est-ce que vous le rencontrez? Vos premiers contacts par l'intermédiaire, comment est-ce que vous... Je suis né dedans. Oui, bien sûr. Il est de ma famille. Okay. Donc je suis né, il n'y a jamais eu de problème. Ce sont mes grands frères à Daïdo. Et puis comme à l'époque, c'était le village. Donc sa grand-mère et ma grand-mère portaient le même nom, Djanjo. Elles étaient amies. Donc on a toujours grandi en famille. Donc je ne le rencontre pas, je suis né avec. Hein. Je suis né avec... non, le chef a toujours fait partie de mon environnement. Et on a vu... non, je ne le rencontre pas, je suis né avec lui. Et ça a été certainement des moments de jeunesse assez marquants. Depuis le départ, avez-vous le sentiment, le pressentiment que il était destiné pour être celui-là qu'on commémore aujourd'hui dans sa grandeur, dans son estime? Mais bien sûr. Bien sûr. Vous savez, si on avait le temps, j'allais vous faire rire. On peut, hein. On est là jusqu'à 20h30. D'accord. Parce que il y avait des... pas les anecdotes, quand ma grand-mère t'a envoyé faire une commission et que tu traînais, et quand tu reviens, elle dit, mais tu es parti commander chez Kwale Saka et tu as trouvé la queue. Hein? Donc, il y avait des petits trucs quand on était jeune, quand on t'a envoyé, quand tu étais une fille, quand on t'a envoyé, et que ta mère ou ta grand-mère disait que bon, je crache. Hein. Si tu arrives après que le crachat se soit asséché, tu n'auras plus de sein.
Donc, quand on nous envoyait, on courait pour qu'on ne risque pas plus tard de ne pas avoir de sein parce que... donc, c'était tout ça, le village. Absolument. C'était ça le village. Alors, vous l'avez connu également, chef, dès son intronisation en 1977. Alors, les transformations de Daido, comment est-ce qu'on peut les séquencer au fur et à mesure de sa prise de règne, son évolution jusqu'en 2013? Je dois dire que ça n'a pas toujours été très facile pour lui parce que il était assez incompris. Alors que il avait une très haute idée de Daido. Je crois que l'un des signes les plus forts, c'est lorsqu'il y a eu l'enfant là qu'on a tué à Daido et que après à Daido il y avait 2008 il me semble, les bensikineurs qui ont été interdits, les mototaximans. Et j'ai vu le chef sortir dans la rue avec les, comment on appelle ça, avec les notables, les machins. Ils ont fait le tour de Daido. Il a fait le tour de Daido à pied. Et comme lorsque j'allais parfois à l'université, je m'arrêtais d'abord à la chefferie avant d'aller. Ce jour-là, je me suis arrêté à la chefferie et j'ai trouvé, le préfet m'a trouvé, ou c'est moi qui l'ai trouvé. Et il me disait professeur, parce qu'il a aussi été mon étudiant, il disait que c'est ça qu'eux, ils veulent. Quand les populations leur prêtent main forte pour mener certaines activités, ça les encourage. Et la chefferie, moi, je me souviens un soir, je rentre de Yaoundé, et au moment d'entrer chez moi, un bensikin me cogne. J'ai dit non, je suis fatigué de vous. Aujourd'hui, vous là, vous allez payer les dégâts. Les dégâts. Il a voulu, j'ai dit non, moi, je ne plaisante pas. Je t'amène à la chefferie. Le gars s'est mis à genoux devant moi. Il a dit, maman, pardon. Pas à la chefferie. Tout sauf la chefferie. Oui. J'ai dit, vous voulez aller où? Il me dit au commissariat. Je vais aller au commissariat. Il a dormi au commissariat, mais il a préféré aller au commissariat. Il dit que non, 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 non. C'est dire que le chef était rigoureux, il était protecteur aussi. Oui, il était très protecteur. Vraiment, c'est-à-dire, il voyait grand pour Daido, même comme c'est un petit fief. Mais il voyait vraiment grand pour Daido. Et tout le monde, je crois qu'à Douala, on ne s'amuse pas avec Daido. Tout le monde respecte quand même Daido. Il y a plein d'anecdotes sur Daido, mais à la fin de la journée, Daido est respecté. Absolument. Et je crois que c'est ça que voulait le chef en voyage. On va donc prendre le premier reportage. Si Eric Gando est près de l'autre côté à la régie, et puis on revient derrière pour la suite. De fonctionner ici. Voilà. Donc, je veux pas entendre que demain matin. Clandestine schools will no longer be operational in the Littoral region as the governor toured campuses in Douala this morning as early as 8 a.m. following the resumption of the academic year. Shadow schools. So we close them today, and tomorrow if somebody comes there, he has to see what the state is going to do. And we are appealing all those people to go and make their files to be ready. If you are not ready, you cannot function. So that's what we came today to be sure that the regulation is observed.
The Douala 4 municipality was where the administrative team began its tour, visiting 7 institutions and continued to the Douala 1 municipality for inspection and interaction. Are you sure? Yes. You have to be sure. For this year. It has been, however, commendable to see teachers and students in classrooms ready for the first term. Some schools where they were not ready to start, but they opened the gates. For those who broke these cells, you have to bring them to the police station or gendarmerie stations to respond. We cannot make a kind of challenge against the states. So if you don't have your card, there's no way for you to function, even for the personal people. The governor and his team visited both primary and secondary schools from the Douala 4 municipality and ended in the Douala 2 subdivision. The governor, however, called on all institutions operating clandestinely to follow the modalities government has put in place or risk being permanently closed. De la région du littoral à l'occasion de la rentrée scolaire. Et comme vous le savez, les enfants, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis lundi dernier. Et on a pu voir le gouverneur au collège Alfred Sacker, ce collège qui est comme l'emblème, l'un de ces établissements phares. Parmi ces institutions, il y a également l'église de Bonamoudoro pour parler côté religieux. Il y a un certain nombre d'entités comme ça là. Ce symbole, que représente-t-il pour Deido, pour Sa Majesté, que représentaient ces symboles-là? Je crois que c'était la prunelle de ses yeux, le collège Alfred Sacker. Vous savez que l'église évangélique sort d'une longue crise. Et dans la crise, parce que quand on regarde le collège Alfred Sacker, on a presque honte de l'état de délabrement de cet établissement phare de Deido et même de l'église évangélique du Cameroun. Donc, une fois, moi j'étais parti au synode général, au synode machin, je suis rentré et il était question, on parlait, mes avocats, de oui, Alfred Sacker est trop endetté, il faudrait voir si on ne va pas commencer à démembrer et vendre certains démembrements. Quand je suis arrivé, la nuit là même, je suis parti à la chefferie. Je suis parti dire au chef supérieur que, mais papa, toi tu es là. Les gens projettent de vendre le collège Alfred Sacker parce que, soi-disant, il est très endetté. Et il m'a dit, ah bon, ouais, ok. Sachez là-bas, à l'église évangélique, que même une fenêtre de Sacker n'est pas à vendre. Pas même une fenêtre. Donc, moi, je ne vais pas me déplacer. Il a envoyé les 4 ou 5 chefs de Deido voir le président de l'église évangélique pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il ait les mots de tête en pensant que Sacker c'est n'importe quoi. Les Bonamdourou ont consenti des gros sacrifices pour céder ce terrain à l'église évangélique. Donc, maintenant, il y a un problème, il faut vendre. Il a dit, pas question. Pas question. Parce que, pour la petite histoire, c'est même le collège Alfred Sacker qui est sur le terrain de l'église. C'est nous qui logeons le collège et pas le contraire. Même comme finalement le collège a pris beaucoup plus d'espace que la paroisse. Mais ce qui est certain, c'est que à Deido, on ne s'amuse pas avec le collège Alfred Sacker. Et quand il est tombé, enfin, oui, quand il est tombé, c'était un déchirement pour les Deido, parce que les Deido savent que c'est leur collège. Tous les Deido d'un certain âge, leurs enfants ont étudié à Sacker.
Hein? Le pasteur Nicolo, vraiment, il faudra qu'on le remercie. C'est lui qui a eu l'idée de Saker dans les années, parce que nous, on était au cours moyen 2. Lorsque on a commencé à parler de transformer l'école missionnaire, parce que c'était l'école de la mission, en collège. Donc ça a progressé jusqu'à arriver en terminale. Et arrivé en terminale, c'est devenu... Il était dans le top 25 ou 20 des établissements d'enseignement. Ok, c'est ça. Au Cameroun. Bon, maintenant, on vient de nommer une autre équipe, une nouvelle équipe, avec une principale et une PCA, qui sont des filles d'Aïdo. Bon, je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est parce qu'elles sont compétentes. Parce que celle qui est principale a quand même été principale adjointe pendant très très longtemps. Et celle qui est PCA, ben, même quand elle était professeure dans l'administration, elle donnait des cours à Saker, elle s'intéressait à Saker. Donc, non, il ne faut pas parler de Saker. Il ne faut pas parler de Saker. Non, il ne faut pas parler de Saker. Le roi était également un passionné de foot, Léopard. Pardon? Le roi était également un passionné de football, Léopard. Quel est le Daïdo qui n'est pas passionné de Léopard? Quel est le Daïdo qui n'est pas passionné de Léopard? La prunelle des yeux. Ah, mais on a encore combien d'étendards, de porte-étendards? Hein? Il nous reste peut-être le collège, la chorale d'hommes, la grande chorale d'hommes. Voici nos étendards. Le collège a fait Saker. Vous savez, Daïdo est petit, hein? Parce que là maintenant, il n'y a même pas moyen de trouver de quoi s'étendre. Parce qu'on souffre affreusement du fait de ne pas avoir des salles de fête, etc. Parce que, bon, parfois on utilise le gymnase du collège à Saker, mais c'est pas très digne d'un canton fier comme Daïdo. Donc, non, on n'a pas beaucoup d'étendards, de porte-étendards. On a quelques symboles comme ça. Mais... Alors, dans son parcours, on sait également que, vous avez évoqué un pan tout à l'heure, le chef dans Daïdo et ses élites, prenant votre exemple, mais à des moments de la vie politique, au début des années 90 par exemple, avec le retour au multipartisme, en 2008, avec les émeutes de 2008, on a vu Ekwale Saka se tenir en gardien de Daïdo, en gardien de la paix, gardien qui s'appelle de la démocratie aussi. Vous dites que c'était le symbole, la garantie de ces éléments-là? Paix, sécurité. Absolument. Donc, moi, je crois que il a eu à cœur de mettre en avant ces éléments qui ont souvent déterminé ces prises de position que tout le monde ne partageait peut-être pas. Hein? Moi, j'ai vu à la tripartite, puisque nous étions à la tripartite ensemble, moi, j'étais rapporteur, lui, il était membre. Mais à la tripartite, il a soulevé des problèmes, un problème bête, enfin bête, non, un problème important qui regarde surtout Douala, peut-être Yaoundé, c'est la territorialité des chefferies traditionnelles. C'est-à-dire, nous, on est ici, c'est pas parce que nous ne sommes pas nombreux, nous aussi on peut le faire, mais ce n'est pas dans notre mentalité. Parce que nous, on est là,
tout le monde a une chefferie à Douala. Et le chef supérieur de Daïdo n'a pas arrêté de dire que monsieur le Premier ministre, vous-même vous êtes fils de chef. Il faut canaliser les Camerounais parce que c'est chez nous, c'est à Douala qu'ils apprennent à insulter les chefs. C'est à Douala qu'ils apprennent à manquer de respect aux chefs. Oh, n'oublions pas que le couteau qui coupe la gorge du poulet peut aussi couper la gorge du canard. Donc, il n'a pas arrêté de dire qu'il faut la territorialité des chefferies traditionnelles. Oh, quand moi je regarde, je suis du canton Bel. Il y a tellement de chefferies à New Bel et consorts que nous-mêmes on est perdus. Et comme vous avez amené vos choses là, que tout le monde est majesté, le chef de quartier est majesté, le chef des poulets est majesté, le chef des chèvres est majesté. On en arrive à ne plus savoir qui est qui. Et comme maintenant c'est une course effrénée vers les chefferies traditionnelles, les gens qui ont tout, même à Yaoundé, veulent aussi avoir les écharpes ou c'est les quoi, les attributs traditionnels. Donc, et ils ont les chefferies partout. Vous parcourez le Cameroun, vous avez déjà vu les chefferies Douala où? Parce que nous, on a à cœur de respecter là où on se trouve. Hein? On a à cœur de respecter là où on se trouve, alors que d'autres veulent absolument arriver, envahir les gens, faire. Non, c'est pas... Je ne m'excuse pas. Hein. Je n'ai pas à m'excuser. Mais c'est comme ça. Et le chef supérieur était très sensible à ce type d'aspect dans la chefferie. Les gens exagèrent. Toi, tu es là, tu es chef supérieur. Quelqu'un vient mettre sa chefferie à côté. Il ne sait même pas chez qui il est. Il n'a aucun territoire, il n'a rien. Mais il est chef traditionnel. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Il faut qu'on réglemente ça. Qu'on réglemente les chefferies traditionnelles parce que ça devient une anarchie. Il faut qu'on protège. Parce que tous ces gens de Yaoundé qui veulent être les chefs traditionnels, il faut qu'ils protègent cette identité de chef traditionnel. Au lieu de laisser chacun veut être chef traditionnel, il y a les civilisations qui n'avaient pas de chefferie, ils inventent les chefferies, ils inventent... Non, il y a quand même une traçabilité dans les vraies chefferies. Hein? Tu ne peux pas dire que tu te lèves, matin bonheur, tu te décrètes chef. Non. Non. Yeah. Oh, le chef était très sensible à ces problèmes. Et il a répété, il disait au Premier ministre Sadoya, que vous êtes enfant du chef. Si vous laissez l'anarchie s'installer à Douala, ça va arriver. La preuve. Maintenant, on ne sait plus qui est qui. Hein? On dit les régions. Il y a les représentants des chefferies traditionnelles. Mais même là, il y a le désordre. Hein? Donc il y a un problème. Et le chef supérieur était très, très sensible à ça. D'accord. On va de nouveau aller à la régie pour prendre le deuxième reportage de cette soirée et puis revenir derrière. La signature de cet acte commercial entre l'État du Cameroun et le groupe français des hôtels va particulièrement bénéficier au Corps national des sapeurs-pompiers
et en général aux populations camerounaises. Les retombées vont aider à la protection civile en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humaine. Projet qui sera réalisé. Ambition d'améliorer le service public de l'État afin d'atténuer la vulnérabilité des populations face à la survenance de certaines catastrophes, au travers notamment de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d'urgence de manière générale et en particulier par la modernisation des moyens d'intervention du Corps national de sapeurs-pompiers, base séculière de l'État en matière de protection civile. Dans le détail, le contrat intègre le volet livraison des matériels, formation des personnels et maintenance. Le Corps national des sapeurs-pompiers va entre autres recevoir 4 élévateurs aériens, 9 ambulances de réanimation, 46 véhicules de secours assistance aux victimes et 18 embarcations de sauvetage de 6 mètres. Depuis 2014, nous travaillons sur ce projet parfaitement décrit par le général de brigade Mahamat, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers. Un projet de long terme qui s'inscrit dans la perspective des relations anciennes que mon groupe entretient avec le Cameroun. La cérémonie de signature du marché spécial pour la fourniture de 227 engins et équipements de secours, de sauvetage et lutte contre les incendies, c'est ce 5 septembre 2023 à Yaoundé. Il faut noter que le Corps national des sapeurs-pompiers, c'est 2000 hommes, 5 groupements et un centre national d'instruction. Retour donc sur le plateau pour évoquer en continuité Sa Majesté Essa Kekwala Isaka. Comme vous le savez, ça fait 10 ans déjà, ce mois de septembre, qu'il est parti dans le voyage pour l'éternité auprès des ancêtres. Et il y a un ensemble d'activités commémoratives qui sont organisées. C'est dans ce sillage qu'on en profite également pour recueillir des témoignages, des hommages à l'endroit du roi. Alors, il a été, il y a 10 ans, quand il s'en va, il est le président du Ngondo. Là également, on a évoqué un certain nombre de réformes qu'il a souhaité, une empreinte qu'il a essayé d'implémenter. Quel type de président du Ngondo était-il? C'était un président très ambitieux. Il voyait grand pour le Ngondo et il avait mis en route un certain nombre de réformes qui malheureusement il n'a pas pu les mener à terme. Il en va du Ngondo comme de Daido. C'était un chef plein d'ambition, très ambitieux, qui voyait grand pour son village, mais qui voyait aussi grand pour son aire culturelle, c'est-à-dire le Ngondo. Malheureusement, il a été frappé en pleine... il est même mort, enfin il est mort, il est parti. Le mois ou la semaine, enfin, au moment où il devait reprendre la présidence du Ngondo. En septembre 2013. Sachant que généralement les activités c'est octobre, novembre. Décembre. Donc il est mort, enfin il est parti pendant les préparatifs. Ce qui a failli... Mais bon, je vois que le Ngondo, c'est quand même une vieille institution qui ne tremble pas. Quand il y a un incident de cet ordre, les choses ont continué. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu mener à terme. Ce qui fait que du coup, comme le Ngondo est rotatif, il a dû attendre... son fils a dû attendre son tour, hein, parce qu'il ne vient pas prendre immédiatement la place de son père. On a laissé couler la rotation et le moment venu, actuellement c'est lui qui préside le Ngondo jusqu'en décembre. Il aura fait ses 2 ans.
Son petit nom, c'était De Gaulle. Des anecdotes autour. Déjà qu'il était de carrure assez imposante, importante, une voix haute, forte. En plus de cela, il avait pour petit nom De Gaulle. Oh, De Gaulle savait raconter. Je l'ai appelé De Gaulle, j'ai oublié que je suis à l'antenne. Il savait raconter les histoires de Daïdo, parce que bon, je ne saurais pas dire exactement, mais il nous parlait souvent de 3 amis frères de Daïdo, dont les femmes étaient enceintes en même temps. Et donc, ils se sont dit, ok, si c'est les garçons, toi, ton fils sera De Gaulle, toi, ton fils sera Berthaud, et le 3e, son fils sera quoi? J'ai oublié. Et heureusement ou malheureusement, ils ont fait 3 garçons. Et ces garçons-là ont porté ces noms. Lui, il est devenu De Gaulle. Oui, oui, il est devenu De Gaulle. Puisque c'était les gens quand même de 40-41. Donc, à l'époque, le général De Gaulle, c'était une fiction. Qui pouvait également en inspirer d'autres, sachant évidemment qu'on parlait du général De Gaulle en France. Qui pouvait en inspirer d'autres, sachant qu'on parlait de... Oui, en tout cas, c'est des noms qui les fascinaient. Bon, Berthaud, c'est lui qui a fait le... Comment vous appelez ça? L'urbanisation. Absolument. De Douala. Et je pense que c'est des gens qui ont marqué quand même le peuple camerounais ou Sawa en particulier. Donc il s'appelait De Gaulle parce que son père l'appelait De Gaulle, parce que c'était un peu un jeu avec ses cousins. Ok, nos femmes sont enceintes, on va leur donner les noms des personnages. Et dans la communauté, justement, dans la communauté, on sait qu'il y a les Bonanjo, les Akwa, les Deido, les Bélé de l'autre côté là-bas. Dans cette communauté-là, parlant de l'intégration, comment est-ce que lui, il gérait tout cela? Vous avez oublié les cantons Bakoko et Bassa du Vouri? Allons-y, puisqu'on est là, Sawa. Non, c'est-à-dire, on n'élargit pas, c'est eux qui étaient là avant les doigts là. Donc, moi, il me semble que le vivre ensemble de ces 3 peuples, les Douala, les Bassa et les Bakoko, n'a jamais posé de problème. La preuve, dans le Ngondo, la rotation se fait entre les 6 cantons. Ouais, donc, chaque canton fait 2 ans, il s'en va, etc. Donc, il n'y a pas... Quand moi j'étais enfant, Pambodi, qui était le chef supérieur, il a été président du Ngondo. Donc, rien n'est nouveau. On a toujours essayé de vivre ensemble. Même comme les Bassa Bakoko nous chahutent, qu'on les a trouvés, mais on était tellement sales qu'ils nous ont laissé le devant, ils sont partis derrière. Donc, parce que tu vois par exemple les Longassé, je prends le cas, leur hymne que j'ai eu à suivre à des deuils, c'est Bonangassé. Parce que c'était un frère de Ewale, un truc comme ça. Moi, je ne suis pas les sociologues, les historiens. Je suis modestement une citoyenne de base. Donc, je ne peux pas venir étaler ici ma culture que je n'ai pas. Je risque de dire des bêtises. Mais je ne sais pas comment le Vouri a fait qu'un seul département ait 6 cantons. Donc 6 chefs de premier degré.
ce qui n'existe pas ailleurs. Heureusement qu'on a fait heureusement que les chefs de deuxième degré aussi sont des chefs supérieurs. Mais on a les chefs de deuxième degré dans le CAM, par exemple, une partie du Mungo, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de vivre ensemble avec... bon, chacun a son quant à soi. Mais je pense qu'on ne sera pas choqué un jour que le maire de la ville de Douala soit un enfant Bakoko ou un enfant Bassa, du Vouri. La question est sur la table? Je ne sais pas, mais je l'entends parfois. Il m'est arrivé de l'entendre lors des dernières élections. Mais bon, ça n'a pas prospéré. Mais c'est... Pourquoi pas? C'est pas parce que la ville s'appelle Douala qu'il n'y a que les Douala qui peuvent être maires de la ville. On est tous les autochtones du Vouri. Donc... vous ouvrez une brèche, hein. Disons-le. Ah bon? Je dis vous ouvrez une brèche. Alors, cela dit, Essaka, aujourd'hui, 10 ans après, s'il y a une image forte, une identité qu'on peut garder de lui, qu'on peut retenir, ce serait laquelle? Oh, je reviens sur... Ce matin, pro-separatist. Allez-y. Je reviens sur quelqu'un, t'as dit, je reviens sur ses caractéristiques, très charismatique. Il avait une mémoire d'éléphant. Vous disiez quelque chose à De Gaulle aujourd'hui, dans 20 ans, il vous le ressortait de la même manière. Et bon, Daido est handicapé parce que il n'a pas de quoi s'étendre. C'est un petit coincé entre Aqua, coincé dans Aqua. Exact. Aqua et Aqua Nord. Aqua Sud et Aqua Nord. Donc, non, c'était... Il avait une mémoire, je me souviens, un jour on était à l'enterrement d'un instituteur qu'il avait eu à l'école primaire dans les années machin. Et il nous racontait que le gars l'avait tabassé, le maître l'avait tabassé, et lui, il s'est mis à pleurer, et il lui a dit, arrête de pleurer, un chefferon ne pleure pas. Il s'est arrêté. Oui, il dit qu'il était obligé, c'était le premier directeur de l'école principale camerounais, de l'école principale, M. Diotanga Jean. Donc, il a une mémoire, et puis il était de bonne compagnie. Il aimait faire rire les gens. Il était disponible parce que moi je vois dans ma famille, je me demande, ma mère, elle a un problème important. Avant d'aller au tribunal, elle va d'abord voir le chef. Je lui dis, mais tu penses que le chef peut faire quoi? Elle dit non, il faut que le chef sache que j'ai des problèmes dans ma famille et tout ça. Donc, il faisait partie de la vie des gens. Absolument. J'ai une petite tante jeune, on a le même âge. Elle avait fait un AVC. Et puis, un jour, je suis à la maison, je la vois qui passe avec un dossier. Je lui dis, mais tu as quoi? Elle me dit, non,
Elle sort de la chefferie. Elle est partie dire au chef que ses frères ne veulent pas qu'elle construise. Donc, c'est-à-dire c'était un chef supérieur, mais il vivait proche, avec son peuple. Très proche, très ouvert, toujours disponible. Disponible. Alors, sur le plan politique, quand même, c'est quelqu'un qui a également eu quelques petites anecdotes. Et d'abord, il a des fils d'Edo qui sont cadres dans plusieurs partis politiques, évidemment le parti au pouvoir, mais également dans l'opposition. Comment lui gère tout ça? Comment il manageait tout cela? Entre vous, élite. Est-ce que je suis d'Edo? Vous remettez ça? Non. Moi, je pense que doit être un thème de réflexion profonde. Parce que le multipartisme est arrivé, mais les gens veulent continuer à vivre comme si on est toujours dans le parti unique. Parce que moi, j'assiste à des conversations avec des gens, des élites, qui disent « Ah, nous, on ne fait pas la politique. » Je dis « Laquelle ?» On dit « Non. Hein? » Ils disent « On n'est pas actif dans le parti. » Je dis « Mais quel parti ?» Parce qu'il y a cette confusion. Bon, Daïdo, c'est des fortes têtes, mais ils finissent toujours. Le pays est tellement dur qu'on finit toujours par revenir à la case de départ. Mais on a eu quand même des enfants d'Aïdo qui ont, comment on dit ça, qui se sont essayés dans tous les partis. Mais je ne sache pas qu'un jour, le chef a empêché quelqu'un d'entrer chez lui. Il recevait tout le monde. Et il disait ce qu'il pensait parce que lui n'a jamais eu sa langue dans la poche. Il disait, mais il ne les décourageait pas. Je ne pense pas qu'il les décourageait. Mais il leur disait, faites attention. Regardez quel parti nous rapporte quelque chose. Hein? Il ne faut pas aller, parce qu'on a dit multipartisme, entrer n'importe où. Donc, mais même les chefs, même lui, je crois qu'après ils se sont cristallisés en faisant comprendre à leurs enfants qu'il n'y a qu'un salut. Le salut, c'est le parti au pouvoir. Et je crois que c'est un piège qui s'est refermé sur le peuple, hein, parce que l'histoire montre que les Douala en général ont accepté la politique, hein, les Pamoumetia, la politique depuis, les Idi Bébé, tout ça. C'est ce qu'on peut appeler maintenant, on l'appelle opposant. Hein. Mais je crois qu'il doit être peiné maintenant de voir la crispation de la vie politique. Parce que je crois lui, il était ouvert. Il voulait que les enfants d'Aïdo prospèrent. Mais chacun là où il a choisi. Et pas seulement un parti. Mais à la fin, je crois que, comme les gens disent, le réalisme
a fait que... je ne sais pas. D'accord. On va évoquer également cet autre volet dont on sait que Daïdo est en élément important, c'est la culture, ce sont ces artistes. Daïdo, c'est aussi la rue de la joie. Daïdo, c'est cette ambiance. Je veux dire, on le disait tout à l'heure, le chef, quand on le voyait imposant carrure, est-ce qu'il avait ce côté festif, loisir, détente? Je crois, mais bon. Il ne détestait pas. Mais je crois qu'il a beaucoup souffert de la rue de la joie. Parce que quand même un chef qui ne dort pas, parce que cette rue de la joie est un handicap. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que comme nous les vieux, on ne sort plus, c'est quand mes enfants sont là, qui me parlent de ce qui se passe dehors. Mais mon chef supérieur, non, il promouvait la culture. Mais vous n'allez pas le trouver dans les boîtes de nuit en train de danser. Ça, c'est certain. Ah. Ça, c'est certain. Il avait une grande image de sa stature, de sa posture, bien sûr. Non, il était imposant. Sans être gros. Il n'avait pas un gros ventre. Absolument. Mais il était imposant. Je crois qu'il faisait du sport pour se maintenir. D'accord. De nouveau à la régie avec Eric Gando pour prendre un autre reportage de la semaine diffusé sur cette antenne. Pro-separatist protagonist Eric Tato has been put on home detention following Friday's hearing at the Maryland District Court. The US-based Cameroonian will be subject to strict conditions, including the wearing of an ankle bracelet with GPS monitoring, restricting him from fleeing the country without prior authorization. Eric Tano was arrested on August 31, 2023, upon request by a federal judge on the basis of wire fraud and Paycheck Protection Program loan fraud. Reports indicate Tato borrowed over $163,000 in 2020 and 2021 to pay his employees at the National Telegraph, a company he founded back in Cameroon. Investigations revealed the accused falsified the number of employees, monthly salaries, and the income generated by his company to obtain the loan. He also went as far as threatening the witness in this case to give a false testimony. However, his plans backfired as a recorded conversation of his threats were released to the police. Such cases of fraud are treated seriously and can see Eric Tato spend over 30 years if convicted. This is according to the new sentencing guideline published by the U.S. Justice Department. Tato rose to prominence due to his pro-separatist beliefs, with the most remarkable being the request he made to separatist fighters to cut off the hands of plantation workers in the Southwest region. Retour donc sur le plateau pour cette dernière ligne droite. On va parcourir pour achever cette émission avec le professeur Nicole Claire Doko. Comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure dès l'entame, elle a été la première femme quand même docteur en droit au Cameroun. On évoque ce soir la mémoire de Sa Majesté Saké Kwale Saka qui est en voyage depuis 10 ans déjà. Alors 10 ans après, dans son héritage, dans la continuité, avec le jeune chef, ou pas le jeune, mais le nouveau, ou du moins, le chef régnant en ce moment, son fils Frédéric, Sa Majesté Frédéric Kwale Saka. C'est la même lignée, c'est le même entrain, c'est la même mouvance. Oui, je crois que pour le moment, il n'a pas démérité. D'accord. Il fait ce qu'il peut pour se faire respecter et faire respecter Daïdo. Donc il est dans la lignée de son père. C'est des gens qui ont une
haute opinion de leur village et qui veulent que leur village grandisse, progresse avec le handicap dont je n'arrête pas de parler. Pour progresser, c'est compliqué. Il n'y a pas de terrain. C'est-à-dire, on est vraiment coincé dans Aqua. Donc, moi, je trouve même que Daïdo se bat beaucoup. Parce que, compte tenu de l'exiguïté de la superficie de ce canton, je crois que c'est l'un des plus petits cantons de Douala. Parce que Daïdo a 5 chefferies de 3e degré. Puisque le chef supérieur est d'abord chef de 3e degré de Bonatene. Donc, alors que tu as des cantons comme le canton Aqua, qui a peut-être 17 chefferies de 3e degré. Une vingtaine de villages. Oui, c'est-à-dire, tu as les Bassa qui ont plus de 20. C'est les Bakoko aussi qui n'ont pas beaucoup, doivent avoir 7 ou 8. Il y a le canton Bel qui n'a pas beaucoup de chefferies, mais ces chefferies-là sont trop grandes. Parce qu'ils ont finalement 4 chefferies. Et de grande superficie. Oui. Donc, il me semble que Daïdo a ce handicap. Mais en même temps, Daïdo est réputé par sa fierté. Ah ça. Les gens ne peuvent pas entrer à Daïdo. Il y avait même des anecdotes quand on était plus jeune. Des gens qui venaient à Daïdo pour chercher, pour voir leur petite. Et à qui on barrait l'accès au rond-point. Donc, non, les Daïdo sont trop fiers. Les autres disent que nous sommes bagarreurs. Mais on est fiers d'être Daïdo. Enfin, moi, oui. Et ça se faisait comment? Je veux bien creuser. Ces gens qui bloquaient l'accès de Daïdo. Ils se mettent au rond-point et puis... Dis que oui, non, c'est où tu vas. Que tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Bon. Je suppose, moi je ne suis pas un garçon, mais je suppose que ils monnaient l'accès. Ils monnaient l'accès. Donc, après ils entraient, parce qu'on a bien vu, en 2000 ou combien là, quand on a dit que les gens n'entrent plus dans Daïdo. 2008. En 2008. Bon, maintenant, les Bensikines entrent comme ils veulent. Parce que on nous fait du chantage, genre oui, le pays a beaucoup de zones de conflit, donc il ne faut pas que vous ajoutiez. Donc, on était obligé de lâcher prise. Mais ça nous dérange parce que nous avions déjà l'habitude que... Enfin. Que c'était plus fluide, c'était plus... Oui. C'était fluide. Et quand on attrapait quelqu'un, il passait un mauvais quart d'heure. Hein? Parce que mon histoire de tout à l'heure, le gars a préféré aller dormir au commissariat. Il a dormi jusqu'au lendemain, pourvu qu'il n'aille pas à la chefferie. Absolument.
On va prendre le dernier reportage de la soirée et puis venir conclure l'émission. Ce matin du 8 septembre, à notre arrivée sur le site, les derniers nuages de fumée sont encore visibles dans ce bâtiment inauguré il y a moins de 6 ans. Les sapeurs-pompiers s'activent pour les faire disparaître. Un travail laborieux face à l'intensité du feu ayant démarré aux premières heures. Ce matin, les sapeurs-pompiers de la ville de Yaoundé ont été alertés aux environs de 5h30 pour un incendie au quartier Biemassi, avec la précision que le feu se trouvait à la mairie, dans les locaux de la mairie de Yaoundé 6. Et immédiatement, les secours du centre de secours le plus proche, c'est-à-dire ceux de Mokolo, se sont déployés sur les lieux. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était le bâtiment de la mairie qui était en feu. Visiblement, tout le bâtiment était embrasé. Et donc, ils ont demandé le renfort des autres centres de secours de la ville qui sont venus et ils ont commencé l'opération d'extinction. Cependant, durant l'opération, les soldats du feu ont fait face à un obstacle imprévu. Nous avons eu une difficulté principale pour cette opération qui était liée à la disponibilité de l'eau dans la zone parce que les hydrants, c'est-à-dire les poteaux d'incendie qui sont les plus proches au carrefour Acacia et un peu en allant vers le rond-point express, n'étaient pas alimentés en eau jusqu'à présent. Donc il fallait aller très loin pour chercher de l'eau avant de revenir et ces élongations ont beaucoup perturbé l'opération d'extinction. Le feu a finalement été maîtrisé. Aucune perte en vies humaines, d'importants dégâts matériels causés. Je suis au service technique, le bureau de mon chef a été touché. Le chef service d'état civil, tout a été brûlé de ce côté-là, tout, il n'y a rien à récupérer. Ce n'est qu'à la fin de l'extinction que nous allons pouvoir faire le point. Nous attendons que les pompiers fassent leur travail et nous ne sommes pas encore rentrés pour mesurer la quantité des dégâts. C'est après cela qu'on pourra imaginer comment est-ce qu'on fera pour assurer le service minimum à la mairie. Le gouverneur de la région du centre est descendu sur place pour faire le constat aux côtés du maire, des conseillers municipaux, le ministre de l'Habitat et celui de la décentralisation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie survenu au lendemain de la célébration d'une messe pontificale en hommage à l'ancien maire Adjessa Melingui, décédé il y a 10 ans. Le maire actuel, Yoko Nana, entreprendre la disposition, ça a été annoncé pour que dès demain, le service minimum se poursuive. Évidemment que les usagers soient plus ou moins servis dans leur sollicitation. Cela dit, professeur Nicole Cléndoko, on va certainement dire une ou deux dernières choses autour de Sa Majesté Esake Kwale Saka, dont on commémore évidemment les 10 ans de départ aujourd'hui. Alors, dans son environnement à Douala, si on vous demandait est-ce que cette ville, est-ce qu'il manque vraiment à cette ville, à ce Deido, Sa Majesté? Ah, s'il nous manque? Absolument. Certainement, oui, sûrement, qu'il nous manque. Mais bon, je crois que dans toutes les choses dans la vie, c'est la vie qui prend toujours le dessus. Hein. C'est-à-dire, moi je vais partout, les gens meurent, et puis vous revenez au même endroit, quelques temps après, vous trouvez que la vie a continué. Donc, pour ma part, je pense que De Gaulle a été un grand chef. Bon, son père a peut-être marqué. Oh là là. Vous allez prendre un peu le temps que ça se passe. On le rappelle donc déjà samedi de la semaine prochaine, il y a un ensemble d'activités qui vont se faire du côté du collège Alfred Sacker pour sa commémoration, une grande soirée culturelle au terme évidemment des activités commémoratives qui auront lieu. Tous les soirs, il y a des cultes installés à Deido jusqu'à, je vais dire, samedi de la semaine prochaine. Je vous laisse terminer.
Non, je disais que moi j'ai connu les deux, son père et lui. Son père a quand même réussi à élargir un peu Daïdo. C'est-à-dire on a loti certains quartiers à Daïdo. On a fait des lotissements, on a donné des terrains aux enfants d'Aïdo. Ils en ont fait peut-être, pour certains, ce qu'ils devaient en faire, d'autres. Bon. Mais lui n'a pas eu cette chance d'avoir des terrains vagues à cette quantité. Parce que moi, je vois dans certains cantons, on donne encore le terrain aux enfants du canton. À Daïdo, c'est très, très difficile. Vraiment. C'est-à-dire, je me demande comment ils font. Je me demande parce que l'habitat, surtout dans les vieux quartiers, l'habitat laisse à désirer. Et comme il ne faut pas oublier que quelque part, les gens ont une mentalité de rentier. Donc quand on arrive à Daïdo, j'ai eu du mal à reconnaître les vieilles maisons de mes grands-pères de l'époque. Parce que tout le monde a fait les boutiques devant et eux-mêmes ils sont derrière. Donc tout ça, ça pose des problèmes et ça ne facilite pas l'urbanisation de la ville. Bon, je vous dirais de vous à moi que nous, ça ne nous dérange pas, pourvu que Daïdo reste un village. Mais on peut quand même avoir un village amélioré. Absolument. Amélioré. J'espère que le chef y pense. Parce que De Gaulle y a pensé, mais bon. On regarde ça de près, on croise les doigts. On croise les doigts. Merci, professeur Nicole Claire Doko, d'être venu ce soir pour rendre cet hommage, ce témoignage et partager ses souvenirs de Sa Majesté Sacré Kwale Saka, chef supérieur d'Aïdo, qui est parti il y a 10 ans déjà. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous n'allez pas vous faire tirer dessus par les Daïdo. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Daïdo. Non, du tout. Merci, pas du tout. Je pense pas. On ne sait jamais. Non, je pense qu'ils ont bien compris. Soyez prêts à recevoir des balles. Je pense qu'ils me portent bien au cœur, c'est Daïdo. Merci infiniment, prof. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.